des États-Unis, et coup d'État, donc USA, Pinochet, l'armée chilienne, contre Allende, qui a été tué dans les conditions que vous savez, premier chef d'État d'Amérique latine à être élu démocratiquement, le premier de toute l'histoire de l'Amérique latine, assassiné et, enfin on dit qu'il s'est suicidé, remplacé par le grand démocrate Pinochet que tout le monde connaît. Bon. Et à partir de là, on a installé ce qu'on appelait le plan Condor, et ce plan consistait à éliminer tout ce qui est gauche, syndicaliste, anarchiste, ouvriériste, communiste, tout ce qui n'était pas purement capitaliste, éliminé dans toute l'Amérique latine et petit à petit dans l'Afrique et ailleurs. Alors, entre Lumumba et Salvador Allende, on a fait disparaître Saddam Mossadegh de l'Iran, Ben Bella d'Algérie, avec Khmesti, qui était le ministère des Affaires étrangères de l'époque, Ben Salah de Tunisie, Ben Barka du Maroc, directement ou indirectement Nasser d'Égypte, Nehru de l'Inde, Ngodi Diem du Vietnam, Soekarno d'Indonésie, Sihanouk du Cambodge, Nkrumah du Ghana, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et tous ces leaders nationalistes non alignés qui voulaient le bien de leur pays, qui étaient des régimes légitimes, et qui voulaient une économie de leur pays pour leur peuple, eh bien, ils ont été éliminés, assassinés ou remplacés par des dictatures militaires, le Brésil, l'Argentine, le Honduras, le Salvador, etc., et j'en passe. Eh bien, ils ont tous été remplacés par des régimes totalement à la botte des intérêts occidentaux, en premier les États-Unis et l'un des pays du Moyen-Orient qui a été tout mis à la botte des États-Unis dès 1927, entre 1927 et 1930, ça a été l'Arabie Saoudite, comme on le sait. Et la monnaie d'échange, c'était évidemment le pétrole, parce que dès 1918, la fin de la Première Guerre mondiale, les Alliés commençaient à dire « gagnera la guerre celui qui contrôlera le flot du pétrole ». 1918. Bon. Et ils savaient très bien qu'il y avait beaucoup de pétrole dans la région. Et donc, voilà comment on a installé des régimes encore plus fantoches que les précédents, et d'autant plus que guerre froide, non alignée, on avait une peur bleue que ces régimes, donc nouvellement indépendants, Moyen-Orient, Afrique du Nord, etc., tiers-monde, mais surtout les pays où il y a du pétrole, donc depuis Rabat jusqu'à l'Iran, Islamabad quasiment, eh bien, l'Occident avait une peur bleue que s'installent dans ces pays-là des régimes socialistes, des régimes marxistes-léninistes, d'ailleurs il y en a eu, des régimes trop favorables ou trop proches de Moscou, du modèle ennemi. Eh bien, ils ont installé à ce moment-là des régimes depuis Rabat jusqu'au Golfe Persique qui étaient tous des régimes complètement, totalement inféodés à l'idéologie et aux intérêts occidentaux et à la mondialisation néolibérale qui va venir plus tard. S'en est suivi quoi? Des néocolonialismes et des régimes arabes complices de tout, y compris des deux poids, deux mesures avec Israël. Et les peuples ne sont pas dupes. Les peuples n'ont jamais aimé ces régimes-là, ne les aiment pas. Et une bonne lecture du printemps arabe devrait venir de là. C'est qu'aucun de ces régimes n'était considéré légitime par les peuples, même si les peuples fermaient leur gueule. Que voulez-vous qu'un Tunisien fasse quand il y a 3 policiers pour un Tunisien? Ou en Algérie, quand il y en a 4 par immeuble, sécurité militaire, etc., etc. Que voulez-vous? Ils ferment leur gueule. Bon, mais c'est pas parce qu'il faut ils ferment leur gueule, ils sont bien obligés, qu'on doit considérer, comme c'est une lecture que fait l'Occident, que les Arabes sont des peuples immobiles. Immobilisme total, fataliste, ils font la prière, ils font le ramadan, ils attendent la soupe du Maghreb, puis d'Adzid, ils ne feront jamais grand-chose. Non, ils n'avaient pas le choix, mais ils n'en pensaient pas moins. Et surtout, comment ces régimes étaient illégitimes et haïs, on le voit maintenant, on l'a vu depuis le mois de la Tunisie, à quel point ils étaient haïs, parce que, ils affamaient leur peuple pour mieux enrichir leurs commettants occidentaux, et ils affamaient leur peuple pour mieux s'enrichir eux-mêmes, se servir eux-mêmes, et
c'est devenu intolérable et c'est ça qui a provoqué le printemps arabe, parce qu'ils ont trop dépassé les limites. Quand on sait que la famille Ben Ali et leurs gendres possédaient pratiquement la moitié du PIB de la Tunisie, est-ce que je me trompe? Il y a des Tunisiens ici, j'y étais pendant 1 mois et demi, il n'y a pas longtemps. Bon. Moubarak, 75 milliards qu'on trouve comme ça, par hasard, et ça c'est ce qui est connu, hein. On ne sait pas ce qui est caché. Je pense que Tariq pourra en parler mieux que moi. Donc, juste ce qui est connu, qu'on découvre petit à petit, sans parler du liquide, de l'or, des bijoux, des trésors cachés, etc., eh bien, tout ça a fait que les peuples arabes se sont soulevés. Et c'est quelque chose, à mon avis, d'irréversible. Et d'irréversible dans un sens qui va se radicaliser toujours plus, non pas se radicaliser dans le sens islamiste, etc., tous ces épouvantails là qu'on agite, bien que je ne mésestime pas les possibles dangers islamistes, radicaux, extrémistes, bon, ça peut arriver, mais je ne partage pas du tout cette lecture de « attention, il y a les islamistes qui vous attendent, votez pour ce qu'on vous envoie chez vous et ce qu'on vous indique ». J'ai vu ça à la télévision en Tunisie, dans les journaux. On n'arrête pas de dire au peuple tunisien pour qui voter. Et on n'arrête pas de faire des sondages et des sondages et des sondages qui disent « attention, le parti de Ghannouchi et le Nahda, là, ils sont à 250% d'intention de vote ». C'est grave. Faites attention. Hein. Bon. Alors, mais comment ça se fait qu'on s'accommode de l'islamisme de l'Arabie Saoudite? S'il y a un pays islamiste radical, obtus, qui coupe les mains, qui coupe les pieds, qui frappe les femmes dans la rue, qui ne leur donne aucun droit, qui pratique la lapidation officiellement, c'est bien l'Arabie Saoudite. Mais non, il faut aller attaquer l'Afghanistan. Parce que, c'est vrai ou non? Bon, il faut aller attaquer l'Afghanistan parce que les Afghans mettent un chiffon sur le nez de leurs femmes. C'est grave, hein? Bon, alors il faut arrêter de se moquer du monde. Alors, si on se sert de ces bases-là pour faire une lecture occidentale du printemps arabe, on est mal parti. On est vraiment très, très, très mal parti. Et s'il y a des Occidentaux et des Occidentales qui veulent défendre la femme musulmane, eh bien qu'ils commencent par la défendre contre les carnages que font les bombardements américains en Irak. Qu'ils commencent par les défendre contre les carnages des bombardements en Afghanistan. Tous ces bombardements qui tuent leurs fils, leurs enfants, leurs frères, leurs maris, leurs pères, ça ne les touche pas. Tout ce qui touche les femmes musulmanes, c'est le petit chiffon qu'on risque de leur mettre sur la nez. Attention! Non, vous voulez défendre les femmes arabes, défendez-les là où il faut les défendre. Bon, alors donc, voyez-vous, maintenant l'actualité, puis je vais terminer avec le Canada et le Québec. Actuellement, ce qui se passe, printemps arabe, eh bien, si on compare avec le mouvement de libération des pays de l'Est, par exemple, c'est des mouvements populaires qui peuvent un peu se comparer, eh bien, il y a des différences, non seulement au mouvement des pays de l'Est, pays arabes, mais même dans les pays arabes eux-mêmes, printemps arabe, il y a des spécificités, il y a des points communs, il y a aussi des différences. Alors, très vite, et j'espère que pendant les débats, on aura le temps de développer, parce que là, je ne peux pas, mais très vite dit, le mouvement Lech Walesa, par exemple, en Pologne, il y avait un interlocuteur, il y avait un leader, Lech Walesa, Solidarność, etc. Václav Havel en Tchécoslovaquie, Gorbatchev en URSS. Et puis tout de suite, il y a eu des mouvements immenses de sympathie, de manifestations des populations occidentales envers ces mouvements. Rostropovitch a été joué du violoncelle le soir sous le mur de Berlin. Bon, alors moi j'aimerais bien, je ne sais pas moi, que Charles Dutoit aille diriger le 9e de Beethoven à la place Tahrir. J'aimerais bien voir des manifestations occidentales aussi spontanées et aussi claires envers ces mouvements des peuples arabes. Alors comment voulez-vous que les peuples arabes lisent ça?
ben, ils lisent ça comme de l'indifférence. Et cette indifférence est aussi largement expliquée par les politiques, et je vais voir dans les politiques Canada-Québec dont je vais parler dans un instant. Alors, donc, les différences avec les mouvements des pays de l'Est, c'est que dans les pays, les printemps arabes, il n'y a pas de leader visible, connu. Tunisie, par exemple, il y a une centaine de partis différents. Il y a 4 mouvances qui se montrent plus ou moins, une sociale libérale, une plus ou moins syndicaliste, une néo-destour qui veut retourner au temps de Bourguiba, et une carrément néolibérale. Alors voilà ce que j'ai vu comme tendance dominante, comme ça, de couleur un peu floue. Mais quand je parle aux jeunes, aux monsieur et madame tout le monde de Tunisie, le sentiment, c'est un peu comme en Égypte aussi, c'est qu'on est en train de leur confisquer leur révolution. Et comme en Égypte, ils sont en train de manifester tous les jours pour dire Tantawi, Arhal, Barra, va-t'en, et le gouvernement provisoire et la haute instance de transition de Tunisie, la même chose. Enfin, les Tunisiens qui manifestent, mais on n'en parle pas ici. Pourquoi? Parce qu'ils voient, le peuple voit qu'il y a derrière ces instances provisoires, pensez au CNT de la Libye. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette farce qu'on a appelée les amis de la Libye? C'est les amis du pétrole. Bon. Les amis de la Libye, il faut qu'on les fasse tout du monde. Et ces gens qui sont au CNT, c'est qui? C'était le premier cercle de Kadhafi, dont un notoirement correspondant de la CIA. Bon, alors, il faut se moquer du monde peut-être, mais pas trop. Je veux dire, les Arabes, on peut se moquer d'eux, mais un peu. Pas exagérer. Hein? On peut être imbécile, mais il y a des limites. Alors, donc, l'autre différence, c'est que les oligarques, ceux qui étaient dans les premiers cercles, deuxième cercle, troisième cercle du pouvoir, sont toujours là. En Tunisie, ils sont toujours là. Ils ont déchiré leur carte du RCD, mais ils sont là. Alors, cette transition, qui va la contrôler? Qui va la guider? Quand j'étais là-bas, Madame Hillary Clinton venait de passer, et qu'est-ce qu'elle a déclaré? Mais vraiment avec un culot, une arrogance. Il n'y a que les Américains pour faire ça. Je suis là, a-t-elle dit, pour m'assurer que les peuples arabes vont avoir les démocraties que nous souhaitons. Plus clair que ça, ils meurent. Vous aurez la démocratie que vous voulez, mais c'est nous qui vous le dirons. Hein? Alors les Occidentaux se sont mis dans une position totalement inextricable.